qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon daron. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gilles Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut, bienvenue dans Casse-Muraille. Alors, aujourd'hui, il y a Clara qui est là. Salut. Il y a Gaël qui est là. Oui, bonjour. Et moi, c'est Tim. Et puis, il y a Fabienne et Solive au bocal. Coucou, les micros sont fermés. Vous allez bien ? Ouais, ça va. Ouais, en pleine forme. Cool. Et voilà, Casse-Muraille, du coup, c'est l'émission de Prune contre les prisons. Donc, on est là pour parler de ce qui se passe en prison, faire du lien avec l'intérieur, raconter un peu. Et aujourd'hui, on a un bon programme, en fait. Du coup, on va parler un peu de la prise d'otage qu'il y a eu à Arles la semaine dernière. Enfin, prise d'otage ou prise de parole, tu nous raconteras. On va parler aussi du meurtre de Robert Brooks, qui a été tué dans une prison aux États-Unis. Et enfin, on va parler de Darmanin, qui a fait des annonces sur la tôle. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et moi, j'ai reçu une petite dédicace de Bilal là, qui nous appelle régulièrement à Casse-Muraille pour son cousin Allah et qui dit « Courage cousin, tu sors bientôt du Reps, il te reste 20 jours, je pense bien à toi. » Et qui nous a demandé de passer une musique de Samara. L'Ayam. Je suis dans la zone عندي سنين ما قول باللي صايرة منو ما نفتش منها نعرف الكود ولا حوم ولا ايه طوي جينا الوقت صاحبي نخرج منها ولا نعيشو وانتي تشوفو في فلي لغة قديمة تحكي فيها اخطانا منها وحدنا وصلنا معا والناس فلي امي تواسي تقولي تو تعرف الدنيا فات تتعدى والايام حبسي وتعدى والايام ونسيت المخدة والايام في وقت الشدة والايام في وقت الشدة رفدت السرعة الشرطة تلوى باش تتعدى وعرفت الرجال ما ودتني كان بمحبة وعرفت الخرشي اللي حبني ناكل صوبة وخذيت تدوي وصفة مخي مش متطبة أمي الليل مسهرة كرتوشة في راسك ما نجمش نقارها كيلوات مسطرها وكان حبيت بنية علاش باش نقدرها ميطون لا كويزي عندي أوزي
الدنيا قاتلي كل مريض نعطي فلوسي سكر الدوسي فراسي روسي عون في عبيد قلبي يبث ما فيوزي في روج ما تعرشي توتي نوار نزل مانيت فازي حومة فرم فرم مع روحي نسيت لافيت 9 مليمتر تسمع كيف ما مشيتكم ولا ميت حديث فخانيت من اللي صير بكاليتي اي من غير قمار وروليت فيفا مانيت تشبع بصحابك تعو 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 ونعيش في بلاد ساسي غاف وراي خويت مش ستاف اي تحت البوت وعدي باف مش في حاجة ما تتشاف اي بس تين اللغة دون لا كاف كي تشوف السلعة باز تخاف اي ايش بمليار وبالاسراف كملت كلامي وارجع ريف شفت دون لا زون عندي سنين ما قول باللي صايرة منو ما فتش منها نعرف الكود ولا حوم ولا ايه تو يجيني الوقت صاحبي نخرج منها ولا نعيشو وانتي تشوفو في افلام لغة قديمة تحكي فيها اخطانا منها وحدنا وصلنا معا والناس فلان امي توسي تقولي تو تعرف فداني فات تتعدى والايام حبسي وتعدى والايام ونسيت المخدة والايام في وقت الشدة والايام معدي صغري باركيزول هرب من الليكول تحت الليسي وبديت الشيخة بانتاكول توا مشرشي انتربول نحرك باللي دول زوز بنات وبابا جايب راش الفور مخي طاير فوق درونة وفوق السينة الباترونة فنيت تجيني من لازونة اسمع في حياته في الالبوم كمان يستنى بدل بيستو حياتنا ريسكو اسمع الاسمى لحات الليستو فك السيستم واللي قلبها معانا الفيستو كله فيستو دولة تحب نعطي الفيسكو كله بيزنس عطيتني كلمي ما بكيتلي كان بالحبس وديتني ونسيتني صغري فني وخليتلي ما كذلم وهزيتني اش خليتلي برشا وجع ومديتلي يديتلي حديتلي وديتني كان باش خليتنا بار الظلم مش تزيدني فوقي سولايزر ماش في فيلم كيما دانزر فوق الرين كيما تايزر كلف حياتنا وارزون حياتنا وارزون نحب نكمل كيما تارزون عوانا خويتي كيما ايكون وقت استنى اخر ايفون 705 راي وراي خويت مش استعفايا تحت الفوت وعدي بار مش في حاجة ما تتشافايا بس تين اللغة دون لا كاف كي تشوف السلعة باز تخافايا ايش بمليار وبالاسراف شوي دون لا زون عندي سنين ما قول باللي صايرة منو ما فتش منها نعرف الكود ولا حوم ولا ايه تو يجيني الوقت صاحبي نخرج منها ولا نعيشو وانتي تشوفو في افلام لغة قديمة تحكي فيها اخطانا منها وحدنا وصلنا معا والناس فلان امي توسي تقولي تو تعرف فداني فات تتعدى والايام حبسي وتعدى والايام ونسيت المخدة والايام في وقت الشدة والايام Donc c'était l'ayam pour Ala de la part de Bilal. Et du coup, on va continuer avec pour parler des événements qui sont passés à Arles. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, on vous avait dit pendant l'émission que dans la journée, il y avait un prisonnier longue peine qui avait retenu un maton et du personnel médical dans la prison de Arles, qui est une maison centrale. Donc ça s'est passé vendredi dernier. On n'avait pas vraiment plus d'infos que ça, donc on trouvait pas ça intéressant d'en parler. Et aujourd'hui, on revient sur le sujet. Yeah, t'as fait des petites recherches un peu? Ouais, alors on n'a pas reçu d'infos de l'intérieur qui viennent de l'intérieur. Ouais. Toutes les infos qu'on a, elles viennent de la presse et elles sont donc à prendre avec du recul. C'est la presse qui relaye ce que disent les matons et le procureur de la République. Donc
Ouais, méfiance. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il était en prison depuis longtemps. C'est un prisonnier longue peine. Il a déjà été beaucoup transféré et que sa revendication, celle qui est annoncée dans les médias en tout cas, c'était d'être transféré d'Arles. On ne sait pas si ce qu'il voulait, c'était quitter Arles ou être envoyé dans une autre tôle en particulier. Voilà. Et on sait qu'il a été déféré il a été mis directement en garde à vue et déféré au tribunal. On ne sait pas ce qu'il en est de la répression qui va se manger pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est il va se reprendre une peine. Et il a été placé en hospitalisation contrainte. Mhm. Voilà. En discutant entre nous, on avait un peu 2 choses à en dire. La première, c'était de venir un peu prendre du recul sur ce que c'est que ce mode d'action qu'ils appellent une prise d'otage dans les médias. Et la deuxième, c'était revenir un peu sur le contexte de la maison centrale d'Arles et ce qui peut pousser quelqu'un à avoir très envie de la quitter. Carrément. Et bah du coup, peut-être sur le mode d'action, Ouais. je peux en parler. Bah voilà, le truc c'est que du coup dans la presse et dans les médias, enfin dans la presse et les institutions, je veux dire, on parle toujours de prise d'otage, ce qui est un peu un truc de ouf, puisque quand même c'est des gens qui sont séquestrés, qui sont enfermés. Enfin les prisonniers sont des personnes séquestrées. Donc du coup, on vient renverser en fait de nommer qui prend qui en otage. Mhm. Et du coup, Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on veut bien admettre que c'est un acte menaçant de dire à quelqu'un j'ai une arme et tu vas pas bouger de là parce que j'ai une revendication et que ça peut faire peur et tout. Mais après, la façon dont c'est traité, comme si la violence elle venait de la personne qui retient donc le personnel pénitentiaire et médical, donc qui participe à son enfermement au quotidien, nous on trouve que c'est un renversement de la réalité et en fait il est en position défensive. Juste, il a des revendications, il a besoin de pouvoir les exprimer. On va y revenir, mais avoir des revendications en tôle, c'est quand même un combat à chaque fois. carrément. Et il prend grave des risques en fait en retenant les gens et en faisant. Enfin, du Mm. coup, oui, c'est qualifié de prise d'otage et il sait qu'il va se prendre de la répression derrière. Et puis les prises d'otages, enfin d'autres sortes de prises d'otages, c'est aussi des braquages quand en fait des gens vont attaquer une banque ou quelque chose pour, euh, pour gagner de l'argent. Mais là, ça me donnerait plus envie de faire la comparaison avec plutôt un mode de lutte de l'histoire ouvrière, là, où en fait des salariés vont prendre en otage leur patron. En fait, c'est juste pour peser dans les négociations, un moment de dire, bah, en fait, là, la situation, elle est plus tenable, on reste dans la pièce et on partira pas de la pièce avant que les choses soient réglées. Pour moi, ça fait plus penser à ce mode Mm. d'action-là, en fait. Mm. Bah, c'est un truc de rapport de force et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que les prisonniers n'ont aucun droit collectif, très peu de droits individuels. Et en fait, comment ils font valoir leurs droits? Enfin, par exemple, cette personne-là, si elle avait voulu, enfin, peut-être qu'elle a demandé son transfert. Après, il y a le procureur qui a dit qu'il n'y avait jamais eu de demande officielle de transfert. Mais comment ça se passe de demander un transfert? C'est mettre un mot dans la boîte aux lettres et en fait, si les matrons t'ont pris en grippe, et ben à ce moment-là. Donc, si les revendications d'une personne, enfin, ou si les demandes sont. Pas Merde, écouté, je m'embrouille. Tu vas où? Excusez-moi, ouais, je vais où? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce truc de dire, par exemple, de demander un transfert, si les matons ils se disent, bah, la personne, en fait, tout ce qu'elle met dans la boîte aux lettres, on le prend pas, on le jette à la poubelle. Ouais. En fait, la personne, elle peut rien dire, elle peut rien demander, elle peut pas. En fait, elle peut pas communiquer, elle peut rien faire valoir. Et du coup, aussi ce truc de retenir du personnel qui sont les gens. Enfin, puis il faut un acte fort en fait. Bah, et puis là, on en parle. Enfin, de fait, cette retenue-là du personnel, elle est médiatisée. On entend sur tous les journaux, les presses régionales locales ou locales, etc. Ça a dit il y a eu une prise d'otage pour demander un transfert. C'est une façon de faire parler. Sachant qu'il y a plein de modes d'action, de revendication en tôle qui sont à chaque fois des prises de risque parce que les communiqués collectifs, il y en a qui sortent, mais c'est interdit, donc ça peut valoir des peines disciplinaires ou des transferts. Les refus de remontée de promenade, ce qui se fait beaucoup, parce que la promenade, c'est le moment où on peut se concerter et se dire vas-y, là c'est trop, on remonte pas. Mais c'est les hérisses ou les élacs qui sont sur place, qui sont envoyés et qui viennent, qui tabassent tout le monde dans la cour de promenade, qui sont des espèces de CRS de la tôle surarmés, tout ça.
Et sinon, il y a des modes de revendication individuels comme s'automutiler, faire des grèves de la faim, et cetera, qui sont des trucs, que on n'a pas envie de on n'a pas envie de mettre en avant parce qu'en fait, c'est se mettre en danger et clairement, le maton qui ferme la porte, il y en a peut-être qui sont un peu empathiques, mais si la paix, ils ont décidé de te laisser pourrir en grève de la faim, ils vont te laisser pourrir en grève de la faim. Et s'ils disent au maton tape-le, sympa ou pas sympa, le maton il doit taper. Donc Voilà, donc ce qui reste, c'est ça. Et d'ailleurs, l'envolée, ils appellent ça une prise de parole. yeah. Et oui, et si dans les recours en fait pour dénoncer des trucs individuellement, il y a aussi écrire à la CGLPL, donc la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, ou à l'OIP ou à des organes comme ça. Mais c'est toujours le problème du courrier en fait, qui est lu, censuré par la tôle, enfin par le vaguemestre, et qui du coup, il y a des chances que ça n'aboutisse jamais. Et puis, il faut avoir accès à l'écrit de toute façon pour faire ça. Et en plus. Et sur la maison centrale de Arles, voilà, là, sa revendication, c'est de se casser de là-bas, en tout cas, c'est ce qu'on a compris. Et faut savoir que donc Arles, c'est une maison centrale. Donc c'est des prisons pour les personnes qui sont en longue peine. C'est des temps d'enfermement qui sont longs, qui laissent peu d'espoir. Et d'ailleurs, en rediscutant, ça nous a fait penser à l'appel de Arles en 2001, qui avait été co-signé par plusieurs prisonniers de la maison centrale pour revendiquer le rétablissement de la guillotine, en disant en fait, quand on nous enferme là, on nous condamne à une peine de mort lente, et donc on trouverait ça plus honnête en fait qu'on remette la guillotine au centre de la prison et s'ils veulent nous tuer, qu'ils assument. C'était ça l'appel de Arles. Qui avait été fait en 2001. Arles, c'est une prison qui est spécifiquement dure pour une maison centrale. D'ailleurs, là, dans la presse régionale du Sud, il y a une proche qui a communiqué pour dire que c'est dur, que c'était dur. Faut qu'on enchaîne, ça faut qu'on Non, accélère. ça va. Ok. Elle disait oui, moi je comprends en fait ce qu'il a fait le gars là, à la prise d'otage, parce que c'est hyper dur, c'est hyper répressif dans la tôle, c'est trop chiant, voilà. Et en 2009, en fait, Arles, elle a été fermée avant 2009 parce qu'il y avait eu une crue qui a inondé la prison. Elle a été fermée et refaite et réouverte en 2009. Et il y a eu à sa réouverture plusieurs refus collectifs de participer aux activités et de prendre les plateaux repas, avec un communiqué qui avait été fait par les prisonniers qui participaient au mouvement pour revendiquer en fait que c'était hardcore le régime de maison centrale, qu'il était différent des autres maisons centrales et que c'était un régime de détention hyper sécuritaire avec des fouilles systématiques aux sorties de cellules. Tous les mouvements sont encadrés par des matons-matonnes. Tous les mouvements sont organisés de façon à ce que les prisonniers puissent pas se croiser et qu'il y avait une privation de toute forme de vie sociale et qu'en plus il y avait beaucoup plus de caméras, de barbelés, de murs sur les toits, etc. Voilà. Donc on comprend pourquoi Pour il veut se partager casser. ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et du coup, une petite info maintenant. Donc, il y a 3 jours dans l'Oregon, aux États-Unis, le train qui partait de Salem pour arriver à Portland est arrivé avec un retard de presque 10 minutes. Apparemment, c'était dû à un accident technique. Ah bon, mais les gens ne devaient pas être contents. Non, carrément pas. Surtout que c'est déjà arrivé plusieurs fois l'année dernière. Mais pourquoi tu nous parles de ça? Enfin, je veux dire, ça arrive tout le temps aussi ici. Oui, c'est vrai. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a une nouvelle mode dans les médias de parler de ce qui se passe aux États-Unis comme si c'était surprenant et que ça n'arrivait pas du tout en France. Par exemple, suite au meurtre de Robert Brooks par des matons dans la prison de New York. Tim, tu voulais nous parler de ce sujet? Et ouais, du coup, pour résumer un peu le truc, donc c'est des faits qui sont sortis le 27 décembre. Du coup, voilà, c'est un prisonnier qui s'est fait tabasser par 6 ou 7 matons et qui est décédé à l'hôpital la nuit suivante. Et en fait, il se trouve que les matons avaient des GoPro, tous, donc des petites caméras sur eux-mêmes, qui ont filmé toute la scène. Alors, ils n'avaient pas allumé les caméras,
puisqu'ils doivent les allumer que quand ils sont en intervention, machin, pour laisser des traces. Donc ils les avaient pas allumés. Mais les caméras, quand elles sont en veille, elles filment sans le son. Donc on n'a pas le son, mais on voit ce mec qui arrive, il s'est déjà fait éclater. Il est transporté par des matons, il est déjà presque inanimé et tout. Et ensuite, il est tenu sur un brancard. Et là, il se fait éclater à coups de poing, à coups de pied. Et il se fait étouffer. Et en fait, c'est ça, sa mort à l'hôpital a été déclarée suite à une asphyxie due à une compression mécanique sur le thorax. Voilà. Et du coup, en fait, on a vu ça dans la presse. Et d'un coup, ah oui, ah là là, c'est horrible, regardez les États-Unis, toute cette violence qui se déchaîne. En plus, il y a un prisme raciste, puisque ce mec est noir et que les matons qui l'ont tué sont blancs. Et du coup, d'un coup, vraiment, les États-Unis, ils incarnent cette violence des démocraties occidentales et tout. Et donc, on en parle comme d'un truc de ouf, comme si, en France, ça n'arrivait jamais. Ça fait penser à quand George Floyd s'est fait tuer. Où là, d'un coup, la presse nationale s'en est emparée pour parler des crimes d'État racistes aux États-Unis, sans jamais nommer tous les crimes d'État racistes en France. Et heureusement qu'à ce moment-là, il y a eu les collectifs Vérité et Justice qui ont su faire du bruit et amener un truc de reconnaissance de... Il y a le mouvement Black Lives Matter qui s'est lancé en France aussi, et de dire les crimes d'État, c'est aussi en France. De toute façon, ce sont deux États qui ont une histoire coloniale et... Bah c'est ça, en fait, quand dans les médias on veut nous faire croire qu'il y a une différence de ouf entre les États-Unis et la France, si on regarde bien, les États-Unis et la France sont des États qui sont héritiers de la colonisation et de la traite atlantique, donc qui sont enrichis à cette époque et qui tirent encore leur puissance actuelle de cet enrichissement, du coup, du commerce des esclaves et du travail forcé d'esclaves. C'est des États qui continuent d'avoir leurs intérêts dans toutes ces zones qu'ils ont colonisées, qu'ils ont commencé à appréhender pendant la traite, qu'ils ont colonisées ensuite. Et du coup, à force d'exploiter les ressources et les gens, ils continuent de s'enrichir là-dessus. Et en même temps, c'est des États dans lesquels la question raciale est un gros problème du fait de la colonisation et que ce racisme-là qui infuse et les institutions et les sociétés, c'est quand même un système d'exploitation économique à grande échelle, quoi. Et du coup, de parler de de toujours faire la différence entre la France et les États-Unis, nous, on pense qu'ils ont plutôt des gros points communs et qu'en fait, c'est le bloc occidental le bloc occidental démocratique. Oui, tout à fait. Il y a quand même une petite différence que moi j'ai envie de noter avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, la question raciale est plus assumée, c'est quelque chose qui se parle, qui fait l'objet d'études sociologiques, de statistiques. Il y a quelque chose qui est regardé en face quand même, alors qu'en France, on fait semblant que ça n'existe pas, alors que c'est omniprésent et que les personnes qui sont racisées subissent le racisme un peu au quotidien, mais dans le silence complet, c'est même interdit de faire des statistiques raciales en France. Et il y a une omerta, un silence sur ces questions-là qui rend peut-être beaucoup plus difficile d'en parler. Et du coup, si on voulait en parler dans Casse-Muraille aujourd'hui, du meurtre de Robert Brooks par des matons, c'est aussi parce que, c'est pour reparler de toutes les personnes qu'on connaît qui se sont fait tuer par des matons dans les prisons françaises, et dans l'espoir que le fait d'être capable de parler de ce meurtre de matons aux États-Unis, ça ouvre la porte à ce que ce soit possible de parler de ces crimes d'État en fait qui ont lieu également dans les prisons en France. Carrément. Et ouais. Alors, ne coupez pas tout de suite la radio. On va pas dire tous les noms qu'on connaît, c'est pas vrai. On va donner quelques exemples parce que sinon, ça va être vraiment long. Mais en tout cas, il y a Zamani Derni qui a été tué à la maison d'arrêt de Nantes le 8 février 2000. Et sa famille a mené une grosse lutte pour récupérer le corps, faire valoir les choses et tout. Bon, ça n'a jamais été reconnu par la justice, mais en tout cas, c'est un fait. Il y a Sambali Diabaté qui a été assassiné à Saint-Martin-de-Ré le 9 août 2016. Il y a Idir Médérès qui a été assassiné à Lyon en septembre 2020. Et enfin, on en a déjà parlé là dans les dernières émissions, Alassane Sangaré qui a été tué à Fleury-Mérogis le 24 novembre 2022.
Le fait qu'on cite souvent les mêmes personnes, ça peut faire croire à tort qu'il y a peu de personnes concernées. En fait, on cite les cas où on a réussi le plus à avoir accès à des informations, où il y a eu des mobilisations autour qui en font parler. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au quotidien, il y a plein de morts qui restent inexpliquées en prison. Il y a plein de moments qui restent, d'affaires qui restent très obscures. Et du coup, c'est difficile d'en parler parce que c'est très difficile d'avoir des infos sur ce qui se passe réellement à l'intérieur des prisons. C'est ça qui explique qu'on parle souvent des mêmes personnes. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui se cachent derrière. Oui, et ce ne sont pas des faits isolés, donc c'est des morts qui ont des caractères systémiques et que si elles peuvent arriver, c'est d'une part parce que les prisonniers sont déshumanisés par le personnel pénitentiaire. Enfin, quand je dis le personnel pénitentiaire, ça veut dire toutes les personnes qui travaillent dans la prison. Et que et c'est aussi lié à la déshumanisation raciste que subissent plein de personnes qui sont en tôle. Et c'est ce qui permet aux matons de se sentir légitimes à tuer quelqu'un, à abattre de la violence, de l'humiliation, etc. Et en plus, derrière, c'est couvert par la justice, puisque c'est très rare qu'il y ait des enquêtes et des procès et des condamnations. Et par exemple, on voulait finir sur un autre exemple qui est au-delà de la mort des gens en prison. Notamment, par exemple, il y a Street Press, du coup, qui est un truc journalistique, quoi, plutôt engagé à gauche, qui a sorti un reportage il y a un mois et demi. On en avait parlé sur la cellule 130 de la prison de Tarbes. Cellule 130, qui est une cellule de tabassage. Et du coup, par exemple, ça sort dans la presse française, on n'en entend pas du tout parler, alors que on nous parle de la mort de Robert Brooks, comme si c'était un truc, bon, ce qu'on a dit. Et maintenant, on va demander à passer. Merci. Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale gueule qu'on pourrait clouer sur ton cercueil. Ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale loi qu'on cramera, tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, qu'au détail on vendra. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta langue trop bien pendue au micro de télé, qu'on pourrait attraper et jeter à nos pieds. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Tes costards bien serrés, tes idées mal placées, ton désir de régner nous font bien rigoler. Darmanin, déchire, range ta servie, range ta gueule plancher, sur lequel la avancera, les fascistes soudains n'oubliera jamais. Darmanin, ton déchire, nous servir un plancher, sur lequel on dansera autour d'un feu de joie. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Et oui, nous allons maintenant parler de Darmanin. Ça va lui faire plaisir, je crois, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup qu'on parle de lui. Ces derniers temps, on l'a beaucoup vu sur les plateaux de télévision gesticuler dans tous les sens pour demander des opérations prison nette et supplier qu'on mette des narcotrafiquants en isolement. Il y a peut-être des gens que ça peut surprendre de l'entendre réclamer la plus grande sévérité pour les délinquants alors que c'est lui-même un violeur, mais c'est peut-être justement parce que c'est un violeur qu'il a besoin d'attirer l'attention sur d'autres gens que lui et qu'il s'acharne à faire exister une catégorie de personnes qui seraient délinquantes, étrangères et qui représenteraient un danger pour la France. On entend parfois, quand on discute avec des gens des prisons, des gens qui nous disent « on sanctionne sévèrement celles et ceux qui font une petite connerie, mais les violeurs, il n'y a pas de problème, ils s'en sortent toujours ». Je pense pas que c'est vrai. C'est pas les violeurs qui s'en sortent toujours, c'est les violeurs riches, ou les riches en général. Si Darmanin a été innocenté par les tribunaux, c'est parce qu'il a une position bien établie dans la société et occupe un poste de pouvoir. S'il avait été une personne racisée et ou précaire, les décisions du tribunal auraient sans doute été différentes.
Au-delà de ça, si la lutte contre le viol paraît moins instrumentalisée par le pouvoir, c'est parce qu'elle vient moins flatter un imaginaire raciste. L'affaire des viols de Mazan est venue rappeler une fois de plus que les viols ne sont pas commis par un groupe social particulier, à part bien sûr le groupe des hommes. Les agressions sexuelles sont commises par des personnes de tous les milieux sociaux. Les fois où la lutte contre le viol est instrumentalisée à des fins politiques, c'est à l'occasion de faits divers où des personnes étrangères sont impliquées, comme à Nantes où le projet de CRA a été annoncé après que 3 Soudanais aient agressé quelqu'un. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. En dehors des moments où l'actualité permet d'instrumentaliser la lutte contre les viols de manière raciste, elle n'est pas beaucoup mise en avant politiquement. Ça représente une évolution. Il y a 20 ou 30 ans, la figure du violeur ou du pédophile était beaucoup plus utilisée pour justifier l'évolution répressive et totalitaire de la société. Puis, avec entre autres le 11 septembre, les gouvernements successifs ont vu l'opportunité de désigner les étrangers et les musulmans comme figures de l'ennemi qui menace la nation. Lorsque Darmanin demande à placer les plus gros narcotrafiquants en isolement, il vient renforcer l'idée qu'il existe une catégorie de la population qui choisit de vivre de manière malhonnête et contre laquelle la société doit se défendre. Les personnes qui ont déjà des préjugés racistes peuvent facilement se sentir confortées dans leurs idées et sentir le soutien de l'État. Par extension, en réaffirmant son hostilité envers les délinquants, Darmanin réaffirme en réalité sa haine du bas peuple. Que ce soit les gens qui survivent par des moyens illégaux ou les gens qui s'efforcent de combattre la suspicion permanente dont ils font l'objet en respectant scrupuleusement les lois. Les personnes pauvres et étrangères sont soit délinquantes, soit soupçonnées de l'être. Tandis que les personnes riches qui commettent des délits ne sont jamais réellement considérées comme des délinquantes et ne sont pas regardées avec haine et mépris. Pour en revenir à l'idée de mettre les narcotrafiquants en isolement, cette proposition a bien évidemment été dénoncée par l'OIP comme étant illégale par rapport au droit international. L'isolement est une mesure administrative décidée dans les prisons pour des raisons disciplinaires ou de sécurité. Introduire une mesure d'isolement qui s'appliquerait à certaines personnes en fonction de leur casier plutôt qu'à leur comportement dans la prison ouvre la voie à ce que de plus en plus de prisonnières subissent cette mesure. Je ne sais pas si vous vouliez réagir là sur l'isolement là, des narcotrafiquants. Ce qu'on s'était dit, c'est que c'était des effets d'annonce de toute façon, qu'il fallait pas en faire trop cas, mais que ça vient en continuité quoi, avec les mots-clés de la politique répressive de ces derniers mois. Retailleau, il faisait les mêmes discours, etc. Voilà, on espère que ça restera que des effets d'annonce parce que le quartier d'isolement, c'est quand même un sacré bail. Et à ce sujet, ça fait penser à l'édito du dernier envolé. Oui, c'est Que vrai. si vous ne l'avez pas lu en prison, écrivez-nous, abonnez-vous, c'est gratuit, On pourra vous l'envoyer. carrément. Et c'est diffusé lundi midi sur JetFM 91.2. Carrément. Et il va être temps de se dire au revoir. Et oui, de rendre l'antenne. Alors, avant ça, comme d'hab, on aimerait bien être contacté des fois. Donc, je vais vous rappeler toutes les manières de le faire. Déjà, il y a le courrier. C'est possible de nous écrire à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. C'est possible de nous envoyer un mail. Bon, c'est cassemuraille@rise.net, voilà, c'est dit. Il y a le numéro de téléphone, 07 82 98 43 59. On est joignable toute la semaine, si besoin. Et enfin, donc n'hésitez pas à nous contacter pour des dédicaces, des témoignages, des analyses politiques. Enfin, voilà, on est là pour ça, Du soutien face à la paix. carrément. Et ah oui, et puis on est sur les réseaux X, TikTok, Facebook, Insta. Voilà, c'est la fin de Bravo. l'émission, Au revoir à tout le monde. Ouais, force à tous. carrément. Et à Et la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Crève la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.